On doit apprendre la beauté par le son. Et je dis bien par le son, par le bruit. Le bruit n'est pas quelque chose d'incongru. Le bruit, c'est la vie. C'est le fondement même. On vient recueillir le dernier souffle. Et après, quand il n'y a plus de souffle, il n'y a plus rien. À la naissance, il y a le cri. Et avant le cri, il n'y avait rien. D'accord ? Donc, le bruit, c'est le signe de la vie. Et c'est beau. C'est fondamentalement beau. Notre environnement sonore nous offre parfois le meilleur, mais aussi souvent le pire. Mais depuis quelques années, ce n'est plus une fatalité. Un nouveau métier est né, designer sonore. Pour moi, le design, premièrement, penser les sons. À partir du moment où on a pensé les sons, on a déjà fait un grand pas. C'est rare. C'est toujours difficile de donner une définition du design sonore parce qu'il y en a peut-être plusieurs et pas évidemment qu'une seule. Mais j'aurais envie de dire que le design sonore, c'est donc inventer les sons émanant d'un objet ou d'un espace, d'un environnement, de manière à ce que la fonction soit mise en avant, la signature de l'objet soit mise en avant également, qu'il y ait une certaine osmose entre l'objet et puis son utilisateur, une ergonomie facilitée peut-être grâce au son, et de travailler ces sonorités de manière à ce qu'elles soient quelque chose qui paraisse presque instinctivement normal sortant de cet objet. Un son qui sort, la voix de l'objet en quelque sorte. Qui pense les sons ? Les acousticiens et les psychoacousticiens, des scientifiques qui étudient et analysent nos perceptions auditives en tenant compte de notre mémoire collective des sons. Et puis des designers sonores et des compositeurs qui réinventent et écrivent de nouveaux sons pour nos objets et nos espaces publics. Le but étant de donner du sens au son et de l'émotion aussi. Achèteriez-vous aujourd'hui une voiture qui n'aurait pas un beau... L'industrie automobile a été la première à prendre conscience de l'importance des sons et à les travailler. Pour vous informer, vous rassurer, vous séduire et aussi faire rugir de plaisir notre virilité, à nous, les hommes. Alors là on est en 4e par exemple à 80 km/h, donc on pourrait imaginer qu'on est sur le périphérique parisien. Donc on pourrait enlever du bruit aérodynamique par exemple. Voilà, vous voyez qu'on est tout de suite dans une ambiance sonore beaucoup plus calme. Le moteur est beaucoup plus présent. Cela dit, le son de ce moteur, il n'est pas, par rapport aux résultats qu'on a obtenus lors de tests clients, on ne peut pas dire qu'il ait une coloration très particulière, en tout cas il n'a pas une coloration très jolie, pas tellement typé sport. Et ce qu'on pourrait rechercher pour ce type de véhicule, c'est une coloration un peu roucoulante. Et ceci pourrait être atteint par exemple en opérant ce genre de modification. Vous entendez que le son est tout de suite beaucoup un peu plus agressif, plus chantant. Enfin, il y a une coloration plus originale, plus exotique que ce qu'on entendait juste avant. Le principal intérêt de cet outil, c'est de pouvoir vraiment designer le son du moteur pour atteindre tel ou tel typage sonore
De la même façon qu'on pourrait transformer une guitare en trompette, presque, en jouant sur les harmoniques, on peut transformer une voiture typée plutôt grave, confort, basse fréquence, cocon, en une voiture beaucoup plus aiguë, métallique, même parfois criarde, même si c'est pas toujours ce qu'on recherche, pour aller vers des typages plus sportifs. Attachez vos ceintures. Éteignez vos phares. Fermez votre portière. À bord, les fonctions visuelles et sonores se multiplient. Alors, pour éviter les confusions, les spécialistes inventent des sons informatifs et agréables, bien sûr. Par exemple, pour le clignotant. Autre note, autre timbre. Changer de n'est pas si simple. D'abord, il faut respecter ce que le son d'un clignotant nous évoque inconsciemment. À l'origine, ce son était produit par le mécanisme lui-même. Exit cette mécanique, tous les designers sonores du monde inventent aujourd'hui des qui gardent cette cadence. De plus, ces nouveaux sons de clignotants renforcent l'image que l'on veut donner du véhicule. Outre-Rhin, certains constructeurs automobiles travaillent le design sonore de leur modèle comme une vraie partition musicale. Bei den Betätigungsgeräuschen von Fenster und Sitz ist es wichtig, dass diese harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, die dürfen sich in Lautstärke nicht sehr stark voneinander unterscheiden. Das ist wichtig, um den hochwertigen Eindruck zu unterstreichen. Premier contact avec le véhicule, la portière. Hors de question qu'elle ne soit pas à la hauteur de vos attentes. C'est tout un art pour que le sonne juste. Also beim Öffnen und Schließen der Türen ist es uns wichtig, dass dieser Vorgang nicht durch Störgeräusche überlagert wird. Das heißt, dass kein Scheppern der Scheibe hörbar ist, dass es kein blechernes Klangbild ist. Es soll letztendlich ein satter, tieffrequenter Klang sein, der die Hochwertigkeit des Fahrzeugs unterstreicht. Wir haben hier eine innere Dichtung an dem Türrahmen und eine äußere Dichtung an der Tür selber, und das Zusammenwirken dieser Dichtung hilft uns letztendlich bei dem Klang. Aujourd'hui, la technique permet de nettoyer entièrement un moteur de tout bruit parasite. Il suffit ensuite de composer une nouvelle symphonie en échappement majeur. De là à faire ronfler un petit moteur pour vous donner l'illusion qu'il serait plus puissant. Eux, on les appelle les oreilles. Elles traquent et designent le moindre son pour que votre véhicule sonne bien. Une équipe qui travaille pendant des mois à ce qu'on appelle la signature phonique du véhicule. Comme ça. Je fais pas un chocolat. À Lausanne, une marque connue pour son célèbre.
s'est spécialisé dans les sons qui croustillent. Des glaces aux barres chocolatées en passant par la mousse au chocolat et les céréales. Plus ça croustille et meilleur c'est. Il paraît que nos neurones adorent être stimulés de la sorte. Du coup, pas un n'est laissé au hasard. Pour preuve, l'incroyable machine qu'ils ont inventée, le Croustimètre. Der Apparat ist ganz einfach. Wir haben eine Maschine, die eine mechanische Kraft auf unser Produkt, in dem Fall auf die Cerealien ausübt. Das imitiert unsere Zähne, das Kauen. Das wird mit diesem Stempel gemacht. Auf diesen Stempel haben wir ein Mikrofon angebracht. Indem wir jetzt die Cerealien zerdrücken, erzeugen wir ein Geräusch. Oder man kann das Geräusch auch messen, indem man den Knochen des Kopfes als einen Tonträger benutzt und mit dem Mikrofon das Geräusch aufnimmt. Das ist das Geräusch, das aus dem Mund kommt. Nun, wenn ich die Cerealien trocken esse, kriege ich alle diese Punkte, alle diese Frequenzen, alle diese Änderungen im Ton aufgenommen. Wenn ich aber jetzt die Milch dazugebe, wird meine Cerealien weich und ich verliere diesen Teil. Léger, croustillant, plus, moins, pas assez, ces experts goûtent, évaluent, écoutent, s'expriment comme ils le peuvent. Car nous disposons de peu de mots pour décrire nos émotions sonores. Assourdi. Ouais, un bruit de grêle sèche ou de pluie sèche. Un son bref. Rebondissant. C'est un bruit sec, répété très rapidement, des frappants, oui. Les panélistes ne sont pas habitués à noter et à évaluer le son, et le vocabulaire est beaucoup plus pauvre que pour des termes de goût. Donc ça va se faire par des références, c'est-à-dire elles vont penser à des idées relatives à des sons, donc ça va leur rappeler par exemple la pluie, la grêle, et ensuite c'est à nous derrière d'essayer de les orienter scientifiques et objectifs et qui vont parler à tout le monde, puisque le but c'est d'avoir à la fin un vocabulaire commun qui soit compréhensible par tout le monde et analysable par tout le monde. Maths, oui. C'est-à-dire assourdi. C'est le gros problème, on ne sait pas parler des sons parce qu'on ne sait pas les décrire. On a un petit peu de mots, mais on rattache toujours à une source. On va dire ça sonne métal, ou ça sonne carton, ou ça sonne ceci, cela. On va toujours rattacher à quelque chose de physiquement palpable. C'est aussi ça, le son. Le son, c'est quelque chose d'immatériel. Si le produit n'a pas un bon goût, le son ne peut pas être un leurre et ne peut pas masquer en fait ce mauvais produit. Donc ça vient comme un supplément et en aucun cas comme quelque chose qui cacherait un mauvais fonctionnement ou un mauvais goût du produit. Alors, comment faire pour que ça croustille? Was jetzt wichtig ist, ist, dass wir neben dieser physikalischen und sensuellen Messung natürlich auch Messungen der Struktur machen. Wir wissen, das ist ein zellulärer Aufbau. Wir haben intern Luftblasen. Wie gesagt, die Struktur, die hier zellulär ist, das heißt, Sie haben Luftblasen in dieser Flocke, erzeugt den Ton. Nun, niemand stellt sich vor, dass auch ein Mousse au Chocolat einen Ton erzeugen kann. Aber das Mousse au Chocolat hat auch eine interne Struktur aus ganz, ganz kleinen Luftblasen. Und wenn Sie mit dem Löffel das Mousse au Chocolat historisch haben schon die Köche des Sonnenkönigs begonnen, eine Konkurrenz untereinander zu machen, um verschiedenste Texturen, exotische Texturen, Texturen, die sich kontrastieren, Texturen, die in Symphonie miteinander und in Symbiose miteinander leben, zu kreieren. Das ist nicht etwas, was wir erst jetzt erfunden haben. Comme un bruit. Comment? T'as pas entendu comme un bruit? Comment? Et puis tout tard, ils font n'importe quoi.
Dans cette agence de design, on fabrique du... pour que le produit, souvent de luxe, s'élève à la hauteur de la marque et raconte son contenu. Un coup, doucement. Si on prend un bâton de rouge à lèvres, on recherche 2 sons bien précis. Le premier, c'est le non-son. C'est justement pas de son. Ce qu'on recherche dans un mécanisme, c'est le glissement, le frottement, et là aussi, c'est la qualité même du bâton de rouge à lèvres qu'on sous-entend à travers la gestuelle. Donc là, il n'y a pas de son. Au moment où on le referme, la problématique est différente, c'est la sécurité. La sécurité, c'est d'entendre un son qui permet de dire à la femme « Je suis sûr que mon bâton de rouge à lèvres ne sourira pas dans mon sac ». Toujours dans le domaine de la beauté, d'un boîtier de maquillage, vous avez là aussi, s'il y a des parties internes, les mécanismes doivent être absolument insonores. Par contre, même chose, au moment où on referme le boîtier, on veut être sûr que le boîtier est bien fermé et d'entendre le cliquetis. Tout ça est très difficile à mettre au point. Ça demande des mois de travail, parce que c'est une technologie difficile. Il faut savoir qu'un boîtier comme ça, vous avez 18 pièces d'injection différentes. Donc le son participe énormément de la perception de l'objet et donc de la perception qu'émet la marque. Forme, couleur, matière, son, tout est travaillé en même temps. Souvenez-vous du flacon d'eau de Cologne de votre enfance et du son si particulier de son bouchon. Quand vous entendez ce son du dévissement, le bruit, si vous voulez, de la bakélite sur le verre, immédiatement, vous savez que vous êtes dans le monde des eaux fraîches et des eaux de Cologne. Donc c'est un choix, si vous voulez, qui est un choix de bouchage, qui est un choix esthétique aussi, mais c'est aussi un choix qui ramène, si vous voulez, à cette mémoire. Là, on est sur un autre flacon où on a tout à fait innové au niveau des systèmes de bouchage et qui ont donné naissance à un nouveau son. On a intégré à l'intérieur du bouchage, en injection, une pièce qui est un aimant. On joue la délicatesse, la féminité. Donc il se retire, mais il ne peut pas tomber. On ne travaille pas le son sur informatique. Heureusement que dans ce métier, on touche, on toutouille, on modèle, on broie, on fait du bruit, on s'exprime, je veux dire, avec la matière. L'histoire du jouet est aussi jalonnée de sons. Au 19e siècle, les trains faisaient. Et plus tard, les jouets mécaniques faisaient. Après, on a eu des espèces de pouet-pouet dans les jouets en caoutchouc des années 50. Puis, les sons électroniques sont arrivés avec leur lot de... Le design sonore fait ses premiers pas dans le monde de l'enfance.
ce n'est pas uniquement des sons qu'on récupère à droite, à gauche, c'est-à-dire qu'on fait appel à des spécialistes, en particulier pour cette nouvelle gamme, un spécialiste qui connaît bien l'univers de la petite enfance et qui a déjà créé un certain nombre de sons. Donc on a un vrai travail de designer qui manipule les sons comme on manipulerait la palette de couleurs ou manipuler des formes avec un crayon. Donc en fait, si on prend des exemples, le bébé, il a 3-5 mois, son audition n'est pas parfaite, sa vue n'est pas parfaite, il commence à expérimenter le monde qui l'entoure. Donc il va faire une relation entre ce qu'il voit, ce qu'il fait avec sa main et des sons qu'il entend. Là j'ai un petit exemple, on a mis au point un hochet. Donc en fait un hochet on le secoue, ça fait du bruit, c'est depuis une centaine d'années qu'on a ça. Simplement ici, voilà, j'ai arrêté de secouer, le son s'est arrêté. Donc en fait, j'ai fait un apprentissage, que j'ai la possibilité de créer quelque chose, donc ici créer un bruit qui n'existe pas naturellement, parce que je le veux, je le secoue. Et quand j'arrête, j'ai le silence. Donc il y a eu tout un travail réalisé avec les designers, pour obtenir un bruit entre certaines billes de plastique et le plastique qui est là, et puis aussi bien travailler la forme pour que les billes reposent tout de suite au fond quand il n'y a plus de mouvement, donc obtenir le silence. Voilà un petit livre qui s'adresse aux enfants qui ont plus de 12 mois. C'est la fin de l'histoire. On essaye d'endormir bébé, de le calmer, parce que aussi les parents aimeraient bien dormir la nuit. On a travaillé avec le designer pour avoir un son qui est un peu aigu, un peu pulsatif. Et si on fait un enregistrement intra-utérin du bruit qui se passe dans l'utérus, que le bébé entend, du bruit des artères et des veines qui pulsent, c'est exactement ça. C'est effectivement à la fois un bruit de respiration sifflante, mais justement on l'a fait sifflante pour retrouver un peu ce bruit fondamental, je dirais, que tout être humain a entendu une fois dans sa vie. Le travail du son sur les jouets a une importance capitale. L'oreille d'un enfant dès sa naissance a une sensibilité extraordinaire. C'est le seul sens qui lui permet de se projeter dans le monde qui l'entoure. Un monde parfois cruel. Cette couveuse, par exemple, n'est pas ce que l'on peut appeler un havre de paix. Les étudiants de l'École nationale supérieure de création industrielle Saint-Sabin se sont penchés sur la question. Les étudiants avaient constaté que les couveuses utilisées aujourd'hui étaient pratiquement des petites chambres de torture pour les nouveau-nés. Et je plaisante pas en disant chambre de torture, c'est que les nuisances sonores sont considérables. Elles sont à couvercle plat, souvent en passant, le personnel pose des choses dessus, ça résonne à l'intérieur d'un machin. L'équipe de design travaille à un concept de couveuse qui, bien évidemment, va prendre en charge toutes les contraintes. Donc là, vous pouvez voir, le couvercle, il est d'une telle forme qu'on peut rien poser dessus. Une équipe acoustique travaille tout l'intérieur pour désolidariser toutes les parties qui émettent du bruit de l'ensemble de la coque. Une fois que ce travail est fait, on a assuré le confort du prématuré, on ajoute la dimension de relation avec le monde extérieur. 2 haut-parleurs, ce sont des fenêtres auditives. On diffuse des paysages sonores en relation avec ce qui se passe, de la saison extérieure. Donc ce sont des petits paysages sonores. Et on y ajoute un système d'enregistrement. La famille, papa, maman, frère, sœur viennent, peuvent laisser un message. Et régulièrement, dans l'habitacle, il y a une présence de voix humaine autre que celle qu'on peut entendre du personnel. Ce projet a été breveté. Les brevets coûtent très cher. Mais l'industriel qui l'a acheté pour le compte de l'école Saint-Sabin n'a jamais fabriqué cette couveuse. Dommage. Micro-ondes.
sait se faire oublier. Si on prend beaucoup d'objets domestiques, par exemple, des appareils électroménagers, on s'aperçoit qu'il y en a, ils font tous un bruit pas possible, souvent assez insupportable au point qu'on rechigne à les utiliser. Typiquement un aspirateur qui, quand vous êtes en train de passer l'aspirateur, vous n'entendez pas le téléphone sonner ou des choses comme ça, c'est extrêmement gênant. Ce bruit de moteur, quelque part, on pourrait le supprimer. D'ailleurs, je pense qu'on a tous les moyens techniques pour le faire. La question n'est pas là, la question c'est une question de coût. Et remplacer en fait ce bruit de moteur par des bruits réellement signifiants pour l'appareil. Par exemple, ça pourrait être, on passe l'aspirateur et on entend les choses qui montent dans le tuyau et ça fait des jolis cliquetis ou des choses comme ça. C'est quand même incroyable que cet appareil, collé à notre oreille, soit aussi bruyant. Messieurs les fabricants, ne pourriez-vous pas faire quelque chose pour nous ? On peut être cynique et dire que le designer sonore a forcément un avenir, parce que on va bientôt avoir fait le tour des moyens de plus-value par le chic visuel, formel, couleur, etc. Et donc, comme il va falloir continuer à faire du profit, qu'est-ce qui va permettre de faire du profit ? Ça sera le bon son. Donc, à mon sens, c'est inéluctable. T'as pas entendu comme un bruit? Comment? T'as pas entendu comme un bruit? Comment? Les lave-vaisselle silencieux, pour ne pas se tromper. Un environnement sonore chez soi bien équilibré, ça ne veut pas dire tous les objets qui font un son au même niveau sonore, c'est simplement pouvoir les marier entre eux de manière à ce qu'ils se complètent, qu'ils fassent un univers sonore plutôt agréable, et pas des pics qui s'en vont et des choses qu'on n'entend pas et qui agressent. Enfin. Donc oui, le son, c'est une matière invisible, mais qui participe complètement à la vie d'un individu. Le packaging bénéficie aussi des apports du design sonore. Le son de l'objet nous rassure sur la conservation du produit, sur sa fraîcheur. Il était une fois le concept est le concept d'une boîte type thermos. Ce qui est intéressant, c'est que quand on ouvre la boîte, on entend le souffle de la décompression au moment de l'ouverture. C'est très important pour le consommateur qu'il sache que son produit a été préservé. Donc c'est aussi important que la forme. On aurait pu la rendre par calage, enfin par précision, si vous voulez, on peut la rendre totalement silencieuse. Et c'est vraiment un choix, et l'intérêt c'est que ce choix confirme la technicité du produit.
c'est pas simplement pour faire croire que c'est une réalité. Si on avait pu rendre encore plus de souffle, bon, ce qui n'était pas possible parce qu'on est allé au maximum de ce qu'on pouvait faire, on aurait été encore plus performant. Dans le domaine des eaux minérales, on cherche bien évidemment la pureté, la transparence. Le but d'une eau minérale, c'est la plus pure possible. La pureté, c'est le son de la glace, c'est le son d'un ski sur la neige. C'est des sons assez secs, très, très frais. Et c'est pour ça qu'on choisit ces matériaux. Vous avez pour d'autres produits qui sont plus d'ailleurs de l'ordre des sirops par exemple, donc qui ont une autre approche conceptuelle, des matériaux qui n'ont pas du tout le même son. Ce sont des matériaux plus gras, même si ce sont tous les deux des matières plastiques. Il y a manière de repenser complètement en fait un objet par les sons qu'il émet, et du coup de créer une autre relation entre l'utilisateur et l'objet. C'est ce à quoi s'attachent les chercheurs du département design sonore de l'IRCAM, l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique. Les industriels qui font appel à l'équipe design sonore de l'IRCAM appartiennent à des domaines industriels relativement traditionnels comme l'automobile, la téléphonie et plus généralement les fabricants de machines. Les chercheurs ont donc mis au point des outils scientifiques et informatiques comme cette cartographie perceptive des sons. Une analyse précise qui répond aux attentes de ces industriels. Donc une étude qu'on a réalisée avec EDF par exemple concerne les convecteurs d'air climatisé. L'objectif est en fait de définir un cahier des charges perceptif, c'est-à-dire lorsque on doit installer un convecteur d'air climatisé dans un espace, on doit savoir comment le son va être perçu et est-ce qu'il va être gênant ou pas. Donc à partir de cette cartographie, pour l'industriel, pour le fabricant, ça lui donne en fait un ensemble de critères perceptifs à partir duquel il va définir un cahier des charges. Et s'il le souhaite, s'il veut créer un nouveau son, il pourra utiliser cette cartographie pour créer ce nouveau son qui va orienter en fait sa création. Alors, on a eu un travail avec différents industriels en termes d'interface homme-machine, d'ordinateur, pour traduire en fait des fonctionnalités de l'ordinateur. Donc par exemple ici on a l'indication de l'ouverture d'une application selon une typologie. Selon une autre typologie, selon une autre identité, cela donnerait ça. L'arrivée d'un mail, par exemple. L'envoi d'un mail, selon une autre typologie. Si tous les fabricants investissaient de la sorte dans la qualité sonore de leurs machines, nous pourrions enfin apprécier la bande-son de notre quotidien. C'est l'heure. Donc ça veut dire qu'il est 3 heures. En voyant la sphère
et le bassin carré, ça m'a semblé être comme une sorte de gros mécanisme horloger. En plus, la sphère appelle l'univers, appelle une notion de temps, de temporalité. Et alors pour un musicien, faire du temps sur le temps, c'est quand même un truc assez compliqué et bien intéressant. C'est une œuvre hybride parce qu'à la fois, elle a un pied dans la fonctionnalité. Il faut quand même qu'on puisse arriver, si on le veut, à savoir quelle heure il est. En plus de ça, il faut une adaptation à un milieu, une adaptation au site. Donc en ce sens, on peut dire que c'est du design sonore. Et puis d'un autre côté, il y a une création purement musicale qui, elle, est libre. Donc moi, j'ai décidé, on va dire quand même un peu arbitrairement, de créer une musique par saison et de marquer l'écoulement des secondes. Ça, c'est ma petite trotteuse qui tourne parce que il faut quand même bien avoir du son mobile, c'est ce qui est le plus intéressant à travailler pour nous. Les minutes et les heures. Voilà, avec ça, on peut lire l'heure, plutôt on peut écouter l'heure, et on peut construire une vraie forme. Le design sonore pour écouter le temps et surtout pour se repérer dans l'espace. À la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, il y aurait beaucoup à faire. Alors ce qui est fait aujourd'hui pour l'accessibilité au public qui a des graves difficultés visuelles, c'est un dispositif de guidage au sol qui permet une orientation assurée parce que ici l'espace est immense et tous les sons se mélangent et n'établissent pas un véritable cadrage dans leur réflexion sur les parois. Donc on ne perçoit pas les limites de l'espace. Ce qui serait bien sûr intéressant de mettre en œuvre dans ce grand dispositif serait la capacité de gérer, d'une part architecturalement et aussi techniquement, la possibilité de permettre à un public de passer dans des zones sonores bien délimitées, bien établies. Sur cette ligne ferroviaire parisienne, un projet unique en son genre. Pour une fois, architectes et acousticiens ont pensé à notre confort visuel et sonore en même temps. La gare Magenta dans laquelle nous sommes fait partie d'une famille de bâtiments qui a ce site particulier d'être souterrain, donc forcément, et de drainer énormément de public, énormément de flux de public. Et donc là, ça devient une contrainte forte du point de vue du confort, et il faut absolument traiter ce confort-là et minimiser, disons, le sentiment ou le risque de sensation d'enfermement qu'on peut avoir dans des espaces souterrains comme cela. On s'est dit que l'usager devait parcourir cette gare-là pour atteindre son train en ayant un parcours rythmé en fait par des espaces très différenciés sur le plan sonore. Ce parti sonore, il démarre dans les entrées de la gare, les entrées qui sont des couloirs de transit, qui sont traitées de façon particulière dans ce sens qu'elles sont habillées de bois, en totalité habillées de bois, et que sur le plan sonore, on a cherché à les rendre extrêmement mat en maîtrisant la réverbération. Alors au sortir de ce sas acoustique, on débouche dans un hall, de façon systématique d'ailleurs, dans toutes les garéoles. On débouche dans un hall et l'idée c'était de faire percevoir aux voyageurs une transition sonore remarquable. Et là il y a un fort contraste qui est tout à fait perceptible entre l'acoustique feutrée de l'entrée galerie de mine et l'acoustique de cet espace qui est beaucoup plus réverbérant, qui est traité en béton essentiellement, donc c'est un béton glacé qui a la propriété acoustique de réfléchir le son et d'amplifier du coup l'ensemble des sons qui y sont présents. On rentre dans un espace qui, lui, est beaucoup plus confiné, qui, sur le plan sonore, donc, est très contrasté par rapport aux espaces précédents. On a disposé en voûte des gros coussins de mousse absorbante. On a voulu favoriser notamment l'ambiance générale pour favoriser la lecture, pour inciter aussi à la discussion à voix basse.
Cette perception risque d'être inconsciente, mais va accentuer finalement l'impression, la sensation visuelle, la perception de l'espace tout simplement, par cette dimension sonore. Le designer sonore, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il favorise cet échange verbal. Un exemple, une rue où le flux de bruit n'est pas géré va vous interdire la communication entre vous. Et là, à ce moment-là, je dis qu'il y a un danger. Si les voitures étaient convenablement designées, si les urbanistes faisaient bien leur boulot pour gérer les flux de bruit, etc., 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 donc tout ça, mis bout à bout, ferait que, au cœur de la ville, on aurait une bonne facilité et donc de bons échanges de communication. Dans le domaine de l'aide pour les non-voyants, enfin, on essaye de créer des choses spécifiques pour les non-voyants et en fait on devrait réfléchir à créer des choses qui servent à tout le monde. Rouge piéton, rue du Faubourg Saint-Martin. Rouge piéton, rue du Faubourg Saint-Martin. Il n'y a pas besoin de parler aux gens pour leur dire qu'il faut traverser, que c'est le moment de traverser ou que c'est pas le moment de traverser, il faut trouver autre chose. Non seulement c'est ridicule, ensuite c'est se fiche des étrangers qui viennent là, parce qu'ils vont rien comprendre à ce signal, alors qu'on ferait un son finalement qui pourrait être compris par tout le monde, ce serait quand même une solution beaucoup plus simple. Heureusement, certains secteurs comme les transports publics font appel, eux, à des spécialistes. Navigo, il prend la suite du poinçonneur des Lilas. Il entre dans l'ère du sans contact. Au départ, c'était morsure. Maintenant, il n'y a plus rien. On plane au-dessus de la cible et on déclenche un feedback qui est lumineux et sonore. Le but était de fluidifier le passage des gens pour leur permettre de passer plus vite, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent tous les matins le métro, le bus. Donc il y a un son qui est oui, ok, vous pouvez y aller, vous êtes le bienvenu, vous êtes en règle, vous êtes notre client, on vous aime bien, tout ça, voilà, on vous dit bonjour en fait. Il y a un son qui est le non de refus absolu, du genre non, votre ticket n'est pas valable, il est passé, on ne veut pas de vous, on est désolé, mais on doit vous refuser l'entrée. Et puis il y a un troisième son qui est un vrai service en fait assez nouveau, qui est un son d'alerte qui dit votre ticket est encore valable mais plus pour très longtemps et il faut penser à renouveler votre abonnement. Et donc ce son est déclenché entre 1 mois et 2 semaines avant la fin de la validité du ticket. Là on a travaillé comme toujours avec une équipe de 4 personnes, un coordinateur, c'est moi en l'occurrence, moi je suis acousticien. Mais j'ai été architecte avant, donc je suis venu au monde des sons par l'espace, on va dire. Un compositeur, une psychosociologue qui m'aide à interpréter ce que vont ressentir les gens, et puis un technicien du son que je consulte toujours dès que la technologie dépasse un peu mes capacités. On a fait un son d'une excessive simplicité, une note et pas deux, et pas une harmonie et pas un accord, vraiment une note. Elle est un peu tenue, un peu prolongée, il y en a une deuxième en dessous mais à peine, que ce soit pour le oui, pour le non ou pour le oui mais. Un son positif ça monte, un son négatif ça descend. Et tout le monde comprend. Un son aigu ça s'entend, un son grave, moins. Notre oreille est ainsi faite. Un son très aigu passe infiniment mieux parce que c'est la partie du spectre où il y a peu d'événements. L'oiseau, il est assez aisément repérable dans l'arbre. Même si vous vous promenez sur un boulevard très bruyant, les autocars, ils ne peuvent pas lutter contre un oiseau. Il passe l'oiseau. Orchestre, c'est la même chose. Dans un orchestre, le triangle, qui génère une énergie quasi acoustique qui est très faible, les trombones s'essoufflent, les contrebasses, ils vont à plein l'archet, et lui, il fait ding, et le son, hop, il passe. Et l'écologie dans tout ça ? Cette voiture électrique inventée par un constructeur français aurait pu y répondre. Tulip, c'est un concept de voiture urbaine électrique. Et
Il a été réalisé dans les années 90, enfin entre 90 et 92. La particularité de la voiture, c'est elle est toute petite, elle a un design très fort, très particulier, et la demande qui est faite, c'est il faut la doter d'un son, parce qu'une voiture électrique, ça fait pas de bruit, c'est dangereux. Là, il y a deux types de réponses qu'on peut faire. Un, on fabrique un son artificiel quelconque, on met 4 haut-parleurs et on n'en parle plus. Deuxième solution, faire en sorte que ce soit l'objet lui-même qui produise son son. Une voiture, quand ça roule, ça génère du bruit. Bruit de friction, il y a des roues, on peut utiliser les plaques. Pénétration dans l'air, on peut utiliser l'air, etc. Il y a quantité de ressources, entre guillemets, naturelles. Donc, essayez que ce soit véritablement la voix de la voiture et non pas un artifice qu'on va plaquer sur la voiture. Et ce beau travail de design sonore a été abandonné par le constructeur. Pourquoi ? On cherche, par rapport au mot design sonore, plus une fonction sonore qui pourrait être ajoutée à certains objets, comme par exemple une chaise sonore sur laquelle on s'assit, et qui, en fonction de son poids, pourrait faire un son bien particulier. On a travaillé aussi sur des paillassons, enfin un paillasson qui pourrait servir de sonnette, puisque on considère que quand on est poli, on s'essuie les pieds pour entrer chez les gens. Les risques de dérive dans le design sonore, c'est plus, à mon avis, d'un point de vue éthique, du travail qu'on fait sur les objets eux-mêmes. Si par exemple, je prends un exemple simple, un grille-pain, on pourrait très bien un jour, un industriel pourrait venir nous voir en nous disant voilà, on voudrait que vous nous designez le son d'un grille-pain futuriste, quelque chose de galactique. Probablement, si on n'arrive pas à le convaincre d'autre chose, on refuserait de faire l'étude parce que pour nous, le grille-pain est un objet qui existe au niveau son. Tel qu'il est, il est bien, il n'est pas agressif, il véhicule beaucoup de souvenirs, il a une vraie valeur sonore. Donc, je pense qu'en fait, on lui proposerait d'enregistrer de manière, par contre, exceptionnelle, un bon... Mais on ne changerait pas radicalement ce son-là parce qu'il existe, il véhicule une fonction vraiment clairement. Et quand le design sonore rencontre l'art, le son a une importance, mais c'est tout à fait indépendant de nous. Nous le savons, nous sommes constitués ainsi. Nous produisons du bruit. Je bouge, j'ai des activités, elles sont productrices de bruit. Bref, la vie fait nécessairement du bruit. On ne sortira pas de là. On a un rôle important d'éducation
des enfants par rapport au son, par rapport au bruit. Et j'espère que eux sauront dire non, sauront lutter, sauront en tant que consommateurs refuser le n'importe quoi sonore. C'est sûr, j'en suis convaincu que peut-être dans 5, 10, 15 ans, on ne pourra pas sortir un objet, un produit manufacturé sans qu'il y ait une réflexion sur le son de cet objet. J'en suis convaincu, mais ça va mettre probablement du temps. Hello? Hi, it's me. Hey. T'as pas entendu comme un bruit? Comment? T'as pas entendu comme un bruit? Comment? Vi avslutter musikkåret med vår internasjonale operastjerne Solveig Kringlebotn I en av hovedrollene I Wagner-operaen Lohengrin. I kveld på NRK2. Det blir både latter og tårer når den norske opera tar farvel med sitt hjem gjennom 48 år. Teppefall, nyttårsaften på NRK1. Is everybody here? They're all here waiting for you, Miss Sophie. Hva ønsker du deg til jul, Sonja? Der kommer tante Pose. Askepott, vår Askepott. Ført av privatsjåfør Emanuel Desperados. This is the night, it's a beautiful night. Skal ikke du smake? Vi nok ute I samme ærend, vi, sa snekker Andersen. Store øyeblikk, små øyeblikk. God jul! Klarer vi å følge opp suksessen fra I fjor? Hoppuka starter søndag på NRK1. Omgrepet barneskirenn ble en del av sportsåret. Se høydepunkter rett etter Dagsrevyen 1930. I Nordbrands julemirakel 2035 følger vi forsøket på å tenne et julelys for en som for lengst har mistet barnetrua. Og 2110 endelig Wagner-operaen Lohengrin med Solveig Kringlebotn I en hovedrolle. Og en dokumentar om diktatoren og gåta Pol Pot 2220 rekonstruerer livet hans og let oss møte gjenlevende medarbeidere. Benazir Bhuttos siste minutter døde etter å ha slått hodet mot takluken da bomben gikk av, hevder regjeringen. Dramatisk økning av ulykker på norske veier I år, og det særlig ungdom som utsatt. Forsikringsselskap vil tilby SMS-varsling av alvorlige hendelser til kunder på reise. 2 meteorologer takker av. I kveld har Jan Erik Johnsen sin siste værmelding på NRK. God kveld og velkommen til Dagsrevyen. Pakistanske myndigheter sier at Benazir Bhutto hverken ble drept av en kule eller bombesplinter, men av takluken på sin egen bil. Regjeringen I Pakistan mener også at det var Al-Qaida som sto bak eksplosjonen som tok liv.